Quand on parle de sabotage, vous pensez sans doute à faire dérailler des trains ou à faire éteindre le courant, comme maintenant. C'est pas moi. J'aurais pu expérimenter, évidemment, puisque je voulais pas qu'on me reconnaisse, donc j'ai coupé le courant, ça aurait pu être ce plan-là, mais non, ce n'est pas ça. On va parler de sabotage, mais on va parler davantage d'un sabotage très particulier qui nous vient d'un document déclassifié de l'OSS, document que je tiens ici et que vous pouvez retrouver traduit en français sur le site par V6, juste derrière, que vous ne voyez pas, mais qui est là. Et donc ce document, qu'est-ce qu'il nous enseigne? C'est un document de l'OSS qui date de 1944. Et l'OSS, qu'est-ce que c'est déjà? Petite mise en contexte. L'OSS, c'est l'Office Stratégique Service. Donc le Bureau des Services Stratégiques, c'est, pour aller très vite, l'ancienne CIA qui a été mise en place en 1942. Alors, petit contexte, avant de passer directement au document, il faut savoir que avant que les États-Unis entrent en guerre, ils avaient envoyé des sortes d'observateurs en Angleterre pour savoir à peu près comment ils arrivaient eux-mêmes à se maintenir par rapport aux attaques, etc. Et ils ont découvert que les Anglais avaient véritablement fait des efforts pour découvrir des nouveaux modes de guerre, des nouvelles stratégies de sabotage sur place, d'opérations clandestines avec des agents, etc. Ce que les États-Unis, à l'époque, ne faisaient pas trop. En tout cas, ils étaient assez en retard en termes d'espionnage, de sabotage, d'opérations clandestines. Alors, lorsque, après Pearl Harbor, ils entrent en guerre, ils avaient véritablement toute la force industrielle, ils avaient le nécessaire pour avoir les ressources en termes de soldats, etc. Mais ce qui leur manquait véritablement, c'est le renseignement, l'espionnage, le sabotage pour aller vite. Ce qui leur manquait, c'était des stratégies non conventionnelles. Qu'est-ce qu'ils avaient jusqu'ici? Jusqu'ici, ils avaient l'armée qui faisait de temps en temps des opérations, mais qui restaient, on va dire, assez conventionnelles. Et on avait le FBI qui s'occupait principalement du renseignement, mais on n'avait rien d'autre. Donc, en 1942, un avocat très réputé pour ses faits d'armes, qui s'appelle Bill Donovan, on va lui demander justement de fonder une agence qui va être spécialisée dans des opérations atypiques qui ne peuvent pas être réalisées ni par l'armée, ni par le FBI, etc., qui sont assez limitées. Alors Donovan va donc essayer, en s'inspirant notamment de ce qui se passe en Angleterre, il va essayer déjà de recruter des profils, dès le départ, peu orthodoxes. Il va bien sûr recruter la crème de la crème, des universitaires d'universités prestigieuses qui sortent donc de la promotion de 1941, ce qui est classique. Par contre, il va aussi aller recruter d'autres profils. Il va aller recruter des perceurs de coffres. Il va aller recruter des gens qui sont plutôt plus proches de la criminalité que de l'armée. Il va aller recruter des acteurs. Il va aller recruter des gens du cirque. Alors vous imaginez, quand il arrive, le gaillard, avec toute sa fine équipe, dès le départ, moquerie de la part des autres bureaux, du FBI, etc. Il va donc former ses recrues à l'art de la ruse, de la tromperie, du déguisement, du sabotage. Par exemple, comment apprendre à faire une bombe en donnant l'impression qu'on est en train de réaliser une pâte à gâteau, ce genre de choses. Bref, des véritables opérations de sabotage, mais on va aussi leur apprendre, dans leur formation, à devenir eux-mêmes des formateurs. Alors pourquoi? Parce que ces agents vont être envoyés, oui, ils vont être envoyés pour des missions de renseignement, pour des missions de sabotage, mais aussi pour des missions de soutien, notamment dans les pays occupés, comme par exemple la France, où ils vont essayer d'apporter leur soutien à la résistance, non seulement par le renseignement, mais aussi par des formations. Et c'est justement ce manuel de formation, dans ces documents de formation, qu'on a ce document qui présente des formes de sabotage à destination des agents qui vont être envoyés, par exemple, en France, et qui vont devoir former des résistants et des individus au sabotage. Alors, je vous parle de sabotage depuis tout à l'heure, je vous parle de sabotage pas très courant, en tout cas des sabotages auxquels on ne pense pas forcément. Dans ce document, dès le départ, le document il nous présente les différentes formes de sabotage. Vous avez les sabotages que vous connaissez tous, les sabotages
on va les appeler classiques, faire dérailler un train, qui va demander une équipe, qui va demander des ressources, des moyens, qui va demander un minimum de formation, que les individus en question soient des militaires ou pas, qu'importe, ça nécessite un entraînement. Sauf qu'il y a une problématique. Il y a une problématique, c'est comment s'assurer que le citoyen lambda, monsieur, madame, tout le monde, puisse lui aussi, à sa propre échelle, sans entraînement, saboter et participer à saper l'effort de guerre des occupants. Eh bien, c'est justement ce que présente ce document, et je vais lire quelques petits bouts de temps en temps, ce sera beaucoup plus intéressant. Je vous lis donc. Ce document concerne ce dernier type de sabotage, donc des sabotages non classiques, qui ne nécessitent pas vraiment d'outils et d'équipements spéciaux. Il est exécuté par un citoyen ordinaire qui peut agir seul ou non. Il n'a pas besoin d'être connecté à un groupe organisé. Ce sabotage simple est réalisé de façon à ce que le citoyen ne se fasse pas repérer en tant que saboteur, ni qu'il ait des blessures ou subisse des représailles. Alors, ça a de quoi nous intriguer. On a là une forme de sabotage où vous avez peu de chances d'être pris, avec des risques quasi nuls. On parle de quoi? Eh bien, je continue la lecture du document. Le sabotage simple est basé sur le fait de prendre des décisions erronées, d'adopter une attitude non coopérative et d'inciter les autres à suivre cette voie, c'est-à-dire agir de façon stupide. Ce document est un manuel de formation de sabotage par la stupidité volontaire. Je vous avais prévenu. Être stupide, effectivement, c'est un métier, et c'est d'autant plus difficile car, dès le départ, le document précise quelque chose d'important. Se déterminer à faire preuve de stupidité volontaire est contraire à la nature humaine. C'est dur d'être stupide. Donc, le manuel va entraîner justement, va donner des conseils, des astuces pour devenir un individu le plus stupide possible et ainsi véritablement saper l'occupant et les nazis. Alors ça marche comment? Déjà, ça s'adresse à qui? Je disais que ça s'adresse à des individus lambda. Ça peut être monsieur et madame tout le monde, ça peut être des ouvriers, ça peut être des superviseurs, ça peut être des managers, etc. Là-dessus, il n'y a aucune limite. Ces sabotages ne sont pas très impressionnants en soi. Donc ne vous attendez pas à un feu d'artifice de destruction, etc. Pas du tout. Justement, ce sont des petites choses très subtiles qui sont véritablement quasi invisibles, des petites doses de stupidité par-ci par-là à tous les niveaux de la société, mais qui ont un effet quantitatif. C'est-à-dire que ce type de sabotage, c'est un sabotage efficace. Pourquoi? Pour saper la productivité et l'organisation de tout un pays occupé en grippant le système directement avec les individus à toutes les sphères de la société. Alors prenons quelques citations de ce manuel et vous allez voir comment ça fonctionne. Par exemple, vous êtes superviseur, manager, je ne sais pas, dans une entreprise, une quelconque industrie, bref. Vous avez un poste à responsabilité, mettons par exemple que vous participiez à l'effort de guerre en produisant des ressources, des matériaux, des munitions, enfin qu'importe. Eh bien, voici ce que vous recommande le manuel. Alors, ce sont des petites choses que j'ai retirées du manuel. Il y a beaucoup plus de conseils que cela. Faites votre possible pour retarder l'aboutissement d'un travail demandé. Ne commandez pas de nouveaux matériaux de travail tant que vos stocks ne sont pas complètement épuisés, de sorte que le moindre retard dans ce processus se traduira par une impossibilité de continuer le travail. Donc déjà, vous êtes superviseur, vous devez renouveler le stock. Dès le départ, ce qu'il vous faut faire, c'est vous assurer d'attendre le dernier moment avant de commander de nouvelles pièces. Et ainsi, ça va permettre d'interrompre la chaîne de travail. Il faut que les travaux importants soient dans les mains des travailleurs inefficaces et de pauvres machines. Votre rôle va être, en tant que manager superviseur, de vous assurer que les plus incompétents aillent sur les tâches les plus importantes et que, à l'inverse, les plus compétents, vous les mettez sur des tâches pas importantes du tout, voire, pourquoi pas, dégradantes. Quand vous formez de nouveaux travailleurs, donnez-leur des instructions incomplètes ou trompeuses. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que vous allez mal former des travailleurs, et en mal formant des travailleurs, vous allez justement avoir plus de travailleurs à mettre sur des tâches importantes. Donc vous voyez le cercle vicieux intéressant qui se met en place. D'autant plus que ces travailleurs incompétents, vous allez pouvoir les former notamment à faire passer des pièces défectueuses, parce qu'ils n'ont justement pas les compétences pour voir ce qui ne va pas.
Je continue. Afin de baisser le moral de tout le monde et donc de la production, soyez agréable avec les travailleurs inefficaces, donnez-leur des promotions qu'ils ne méritent pas, faites preuve de discrimination envers les travailleurs efficaces, plaignez-vous injustement de leur travail. Alors, là c'est important, pourquoi ? Parce qu'il s'agit véritablement de saper le moral dans l'entreprise et de créer des querelles. Si possible, si vous pouvez avoir véritablement les compétents qui vont commencer non seulement à se plaindre aux supérieurs, à vous-même, mais aussi à s'en prendre aux incompétents qui ont les meilleurs postes, et si ça peut engendrer des querelles où la chaîne de production s'arrête, là, vous avez vraiment réussi votre coup. Maintenez les réunions quand la priorité est au travail. Alors ça, c'est très important. Si vous voulez saper l'organisation, vous multipliez les réunions. J'ai l'impression que ça vous rappelle quelque chose. Y a-t-il encore des agents de l'OSS à notre époque ? Je continue. Donc, vous multipliez les réunions de travail, alors que justement, les gens ont d'autres tâches à faire. Multipliez les procédures, les autorisations nécessaires concernant les chèques de paye, les instructions. Faites en sorte qu'il y ait au moins 3 personnes devant approuver tout ce qui doit être fait. Donc là, vous multipliez tout ce qui va être paperasse, procédure, administratif. Comme ça va prendre du temps, mais surtout, vous vous assurez qu'il y ait au moins 3 personnes qui vont valider les décisions que vous allez prendre. Pourquoi ? Premièrement, ça prend du temps. Surtout que si vous faites des réunions. Vous imaginez pour chaque décision, si vous commencez à faire des réunions avec plusieurs personnes, mais surtout c'est un bouclier. C'est-à-dire que si jamais vous êtes pris la main dans le sac ou on vous traite d'incompétent, vous pourrez toujours dire « Ah mais ça a été validé par un tel, etc. » et qui, pour le coup, va servir de protection et pourquoi pas, va vous permettre peut-être d'éviter certains blâmes de vos supérieurs pour le coup. Et surtout, et c'est peut-être une recette magique de sabotage dans une organisation, par exemple professionnelle, c'est marqué tel quel, appliquez tous les règlements à la lettre. Alors, appliquer toutes les normes à la lettre, je pense que je ne vais pas vous faire un dessin, que si vous devenez le superviseur manager le plus maniaque du monde, en appliquant strictement toutes les normes possibles, même celles que personne ne connaît, même en inventant des normes, alors c'est l'idéal aussi, là vous êtes sûr, non seulement vous allez éviter de passer pour un saboteur, dans le pire des cas pour un incompétent, mais c'est beaucoup moins grave d'être traité de saboteur résistant dans ce cas de figure, mais surtout, vous allez véritablement pouvoir peut-être avoir une promotion pour passer pour celui qui applique les règles parfaitement. Alors, ça marche aussi pour les employés de bureau ou dans les administrations. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je vous donne quelques exemples. Alors, vous imaginez, donc, dans les bureaux, ceux qui doivent justement traiter la paperasse, etc., dans les différentes administrations et institutions. Je lis « Faites quantité d'erreurs dans vos documents, confondez les noms, utilisez les mauvaises adresses. Perdez les documents essentiels. Envoyez le courrier au dernier moment ou en retard. » Ça marche, bien sûr, pour tous les employés et pour tous les ouvriers. Encore quelques exemples. Alors, bien sûr, le fameux travailler lentement, bien sûr, mais prétendez, et là on joue la stupidité, prétendez que les instructions sont dures à comprendre et demandez de les répéter plus d'une fois, ou alors prétendez que vous êtes particulièrement anxieux quant à votre travail et harcelez le contremaître de questions inutiles. Ce qui est plutôt efficace parce que vous passez pour quelqu'un d'anxieux qui veut bien faire son travail. Ce faisant, vous allez prendre du temps à votre contremaître et vous allez en plus, pourquoi pas, justifier votre incompétence qui ne sera pas anticipée comme ou en tout cas vue comme du sabotage. Empêtrez-vous dans des questions administratives de toutes les façons possibles. Remplissez les formulaires de façon illisible afin que l'administration ait plus de travail. Faites des erreurs, oubliez de remplir des cases dans les formulaires. Alors là, vous pouvez faire un combo aussi. C'est-à-dire que en tant qu'ouvrier, employé, vous faites en sorte de remplir la paperasse, de multiplier les procédures, que ce soit illisible, qui va être envoyé dans un bureau. Avec de la chance, vous tombez sur un citoyen saboteur dans le bureau, qui non seulement va multiplier l'illisibilité de votre document et multiplier les erreurs. Alors là, pour le coup, vous pouvez véritablement obtenir quelque chose de très intéressant pour saper l'organisation et la productivité.
Bref, de façon globale, jouez la stupidité, soyez aussi irritable et querelleur que possible, sans pour autant vous mettre dans l'ennui. Donc voilà ce jeu. Alors, quand je dis jeu, ça paraît amusant, mais si je dis amusant, c'est que ce qui est très intéressant dans ce document, je vous rappelle, on est quand même dans une période grave, on est quand même dans un pays occupé, avec donc des agents qui sont envoyés et qui vont justement se servir notamment de ce document pour essayer un petit peu de raviver la flamme de citoyens saboteurs de Monsieur Tout-le-Monde, puisque là il s'agit de permettre à chacun, à toute petite échelle, pour des toutes petites choses, de participer à un sabotage qui, quantitativement, peut avoir véritablement des effets. L'idée véritable de ce document, ce qui est vraiment touchant, c'est que à l'intérieur du document, il est question justement d'humour, de motivation, de jeu. C'est-à-dire que pour que les gens justement se déterminent à être stupides dans leur travail, dans le sabotage, eh bien, il y a tout un pan du document qui participe à cette motivation de sabotage dans cette direction où finalement ça devient presque un jeu pour chacun. Alors concrètement ça peut donner quoi? Parce que là je vous parle, c'est un document de 1944 qui est finalement plutôt théorique, et vous remarquerez d'ailleurs, vous l'aurez compris, qu'il est très difficile ensuite de trouver des exemples historiques parce que ce sont plein de petites choses, quoique je suis sûr que si vous interrogez vos arrière-grands-parents, OSS ou pas d'ailleurs, ce type de sabotage dit simple, qu'on pourrait appeler des sabotages sociaux, c'est assez fréquent finalement, et que certains l'ont fait naturellement sans document, sans formation. Et bien justement, on a eu sur le site, on a eu quelqu'un qui est venu témoigner de son grand-oncle durant la Seconde Guerre mondiale. Suite à la lecture de ce document, justement, il a dit qu'il trouvait que c'était assez intéressant pour illustrer ce type de sabotage. Je vais vous lire donc ce témoignage qu'on nous a fait parvenir. Donc je vous lis tout de suite. Mon grand-oncle était en charge de la petite locomotive qui acheminait le béton pour construire l'abri des sous-marins allemands dans le port de Brest durant le STO. Donc c'est le service de travail obligatoire. Alors le port de Brest à l'époque, c'était véritablement un port stratégique qui a été occupé par les nazis, notamment pour fabriquer bien sûr des bunkers, mais aussi des hangars pour construire des sous-marins, etc. D'ailleurs, qui sont des installations nazies qui sont encore utilisées aujourd'hui. On faisait donc venir du monde pour travailler, donc service de travail obligatoire. Et voici ce que le grand-oncle en question a fait. Donc il se chargeait de la locomotive, donc il devait transporter du matériel. Il avait trafiqué le manomètre de la vapeur qui indiquait 100% de puissance alors qu'elle n'était qu'à 50%. Et lorsque les Allemands vociféraient comme quoi la locomotive n'arrivait pas à monter tous les wagonnets remplis de béton, Auguste haussait les épaules en montrant le manomètre. On ne peut pas faire plus vite, on est à fond, chef. Alors là, vous avez un exemple qui peut paraître, de premier abord, ça peut paraître pas grand-chose. Et pourtant, vous avez donc les wagonnets qui transportent du matériel, et vous avez donc la personne qui a trafiqué juste le manomètre, donc l'indicateur, pour faire croire que, alors qu'on est à demi-puissance, on serait à pleine puissance. Et bien du coup, à chaque aller-retour, on a une bonne partie des ressources qu'on ne peut pas mettre dans les wagonnets. Multipliez ça par le nombre d'allers-retours par jour. Multipliez ça ensuite dans la semaine, dans les mois et dans les années. Et imaginez cette contribution plus d'autres contributions en termes de sabotage et de résistance dans un pays occupé, ça peut véritablement faire saper, gripper tout le système. Alors voilà très rapidement ce document. Ce document, non seulement, ce qui est assez novateur, c'est qu'on voit qu'on est, durant la Seconde Guerre mondiale, dans cette recherche d'un nouveau mode de guerre à tous les niveaux. Vous connaissez le sabotage dit classique, etc. Les Anglais ont commencé à beaucoup travailler justement lorsqu'ils se sont retrouvés plus ou moins isolés. Et puis ensuite les Américains qui s'en sont inspirés. C'est-à-dire qu'ici, dans ce document, les civils deviennent une véritable force stratégique dans ce qu'on pourrait appeler une nouvelle forme de guérilla qui est appliquée dans toutes les couches de la société. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans un terrain, sur un champ de bataille, sur des stratégies ou autres. Là, on est véritablement dans l'idée de gripper l'organisation sociale, de saboter la productivité en réengageant, et c'est là aussi l'intérêt, en réengageant monsieur et madame tout le monde. Parce que dans ce document,
il s'agit de réengager les citoyens saboteurs pour éventuellement les mener à des actes de sabotage de plus en plus importants. C'est ce qu'on appelle un pied dans la porte. C'est-à-dire qu'on a ici finalement un manuel qui est une sorte d'initiation au sabotage par des petits sabotages sans trop de prise de risque pour essayer par la suite d'amener donc ces citoyens saboteurs à aller beaucoup plus loin. Et il s'agit finalement de les inciter sans que ça passe par la propagande. C'est ça qui est assez inédit. Ça ne passe pas par de la propagande ou de la contre-propagande, mais ça passe par de l'incitation à l'action par stupidité, je vous rappelle. Et enfin, c'est une nouvelle forme de guerre par l'usure et qui a un double intérêt. Premier intérêt, c'est que, je vous le disais, ça réengage le citoyen saboteur qui retrouve un certain pouvoir dans un pays occupé. Donc, quelque part, ça l'enhardit, ça le remotive. Et en même temps, il y a démoralisation des administrateurs et de la police ennemie. Alors, surtout des administrateurs ennemis, vous imaginez bien, avec ce type de sabotage, ce qui peut se passer. Donc voilà pour vous présenter rapidement un petit peu l'idée du sabotage social qui est présentée donc dans ce document de 1944 et qui, de toute évidence, ce type de manœuvre de sabotage social va être sans doute maintenu par la suite. Je dis sans doute pourquoi, parce qu'il faut attendre encore que ce soit déclassifié. Ce document a été déclassifié très récemment. Alors avant qu'on ait la suite de sabotage social déclassifié de la CIA, il faudra peut-être encore attendre un petit peu. Mais nul doute que ce type de stratégie a été repris aux États-Unis comme ailleurs, notamment durant la guerre froide, avec la CIA, et ça il faudra attendre de voir. Alors pourquoi CIA d'ailleurs? Pourquoi passage entre OSS et CIA? L'OSS a été juste démantelé en 1945 pour des raisons politiques, pour aller très vite. Puis ensuite, ils se sont dit, ah zut, on n'a plus les services de renseignement, les opérations clandestines, etc. On est un peu embêtés. En plus, on a les Russes, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon, en 1947, ils ont la CIA, donc naissance de la CIA, forgée à travers un noyau des anciens de l'OSS, et donc avec ces opérations atypiques, et donc reprise, sans doute, de ce type de stratégie. Mais pour la déclassification des prochains documents, il faudra encore attendre un petit peu. Merci.